Pourquoi faudrait-il défendre la société? Eh bien, parce que, à notre époque, qui se caractérise, et j'essaierai de dire pourquoi tout à l'heure, par l'émergence d'un nouveau stade de ce que j'appelle de ce que Alfred Lotka appelait l'exosomatisation, un programme industriel, un projet industriel qui est aussi un projet qu'on pourrait peut-être presque appeler post-politique, se développe avec une extrême efficience, très rapidement, sans que grand monde en prenne vraiment conscience. Et ce projet s'appelle le transhumanisme. Alors, dans le discours que nous soutenons ici et que nous portons maintenant avec Pleine Commune et un certain nombre d'autres partenaires dont je ne vais pas parler maintenant, il y a des concepts très importants qui vont devoir faire l'objet d'un travail approfondi, qui sont les concepts d'entropie, de négantropie et d'exosomatisation. C'est lui, Georges Morgan, qui a introduit en économie le concept d'exosomatisation. Ce concept dit que la forme de vie qu'on appelle humaine se caractérise par une organogenèse artificielle. Dans le fait que la vie, en général, depuis Darwin, on dit c'est ce qui évolue. Ce qui caractérise le vivant, c'est avant tout, ça n'est pas qu'il respire ou que ceci ou que cela, ça c'est ce que disait Lamarck. Mais ce que dit Darwin, c'est ce qui caractérise le vivant, c'est qu'il évolue, qu'il est un processus évolutif. Et il dit, si nous avons besoin d'économie, si nous sommes contraints d'économiser, d'adopter des règles économiques, c'est parce que l'agencement entre ces organes artificiels, entre les organes artificiels avec les organes naturels, les organes naturels, les organes artificiels avec les organisations sociales, eh bien, ça n'est pas donné avec les organes artificiels, nous devons les produire, ces agencements. Nous devons nous donner des règles. Et ces règles, eh bien, Georges Morgan dit, ce sont les règles de l'économie. Quant au concept d'entropie et de négantropie, enfin, il faut préciser que Georges Morgan n'utilise pas le concept de négantropie, il ne l'utilise pas parce que les physiciens en général refusent ce concept de négantropie, pour une raison qui est d'ailleurs tout à fait légitime, c'est qu'il n'existe pas de négantropie. Il n'y a pas d'entropie négative. On ne peut pas sortir de l'entropie. Donc ce qui existe, ce sont des différentiels de taux d'entropie. On ne peut donc pas strictement parler d'entropie négative, ça n'existe pas, l'entropie négative. Ce qui existe, c'est l'entropie basse, low entropy. Donc c'est l'expression qu'emploie Georges Morgan pour quoi faire? Eh bien pour mettre en rapport le processus d'exosomatisation avec la question des bilans anthropiques, hautes ou basses, que l'on peut faire, et il pose que le but de l'économie, c'est de maintenir l'entropie au niveau le plus bas possible. Et c'est ça qui doit gouverner toute économie rationnelle. Ayant dit cela pour désigner un peu l'objet du séminaire et la thèse que j'y soutiens personnellement, je voudrais maintenant dire quelques mots de Georges Canguilhem. Je pense qu'il est très important de lire Canguilhem pour revisiter les concepts d'exosomatisation, d'entropie et d'anti-entropie. Il s'agirait aussi, à partir de là, de mobiliser Georges Canguilhem contre le transhumanisme. Mais d'abord, il faudrait se demander qu'est-ce que le transhumanisme? Le transhumanisme est un état de fait idéologique. Que veut dire idéologie dans ce cas-là? Ça veut dire irrationnel. Plus précisément, c'est ce qui consiste à dissimuler des enjeux et des alternatives créées par quoi? Bien, par l'exosomatisation. Car de fait, si l'exosomatisation est bien une organogenèse, c'est-à-dire un processus d'évolution, cette évolution se fait en fonction de critères. L'évolution, qu'est-ce que c'est? C'est un processus de sélection. Ça, c'est ce qu'a montré Darwin. Et dans l'exosomatisation, il y a de la sélection, comme dans l'organogenèse des êtres vivants. Pendant des siècles, des millénaires, jusqu'à il y a très peu de temps,
toute décision d'investissement public ou privé dans une technologie nouvelle, ce que Schumpeter appelait une innovation, se faisait sous condition d'un agrément sanctionné par un débat public. Et depuis les Grecs, les processus d'évolution se faisaient par des critériologies issues d'un débat rationnel voulant dire soumis à des critères de vérité, ce qu'on appelle chez les philosophes des critères véritatifs. Si je vous parle de cette question, c'est parce que nous pouvons définir le transhumanisme, donc voici une représentation, comme ce qui s'approprie la dynamique d'un stade de l'exosomatisation fondé sur l'automatisation intégrale et généralisée. Et cette automatisation intégrale et généralisée, elle est rendue possible par l'algorithmique. L'algorithmique, c'est ce qui conduit à ce que Chris Anderson, dont je parle très souvent depuis 3 ans, dans cet article-là, rappelle la fin de la théorie. Et qu'est-ce que permet cette prétendue fin de la théorie, s'appuyant sur l'algorithmique, telle que donc Anderson la célèbre, en fait? Eh bien, ça permet de dire qu'on peut imposer des critères de sélection dans n'importe quoi. On peut confier tous ces processus de sélection à des critères qui sont purement réductibles à un calcul automatique. Ce que nous disons, nous disons dans le cadre de pleine commune, c'est que cette vision est archi fausse, parce qu'un système intégralement réductible à un calcul, c'est un système qui devient autoréférentiel. Il est réductible, finalement, aux conditions de fonctionnement du système telles qu'elles sont définies par les capacités de calcul du système, et en tant qu'il est autoréférentiel, il produit une augmentation d'entropie. Ça, c'est la théorie des systèmes, c'est la plus basique, parce qu'il crée ce qu'on appelle des systèmes fermés, en termes de systèmes, et un système fermé, c'est un système dans lequel l'entropie croît inéluctablement. La question qui se pose alors, c'est de savoir quels sont les critères à partir desquels il convient d'opérer une sélection, qui seraient des critères rationnels. Lorsque Ray Kurzweil développe cette eschatologie transhumaniste de la promesse de mortalité, c'est au service d'une destruction de toute activité de la raison et d'une hyperprolétarisation qui consiste donc à poser qu'il faut accepter de se dessaisir du savoir pour le confier à des machines qui font des calculs. Des calculs sur, par exemple, sur votre santé, etc. Et ça, c'est en fait le vrai danger, pour moi, du transhumanisme, c'est de rationaliser ce que j'appelle par ailleurs la dénoétisation, c'est-à-dire la destruction de la capacité de penser. C'est pour ça que le programme de la chaire de recherche constructive, c'est une lutte épistémologique contre ce qui, dans le capital, il faut avant tout appréhender comme une épistémée. Le capital, c'est avant tout un discours sur le savoir et une manière de transformer le savoir en capital fixe, en fonction de production. Pour imposer, c'est donc ce capital, tel qu'il s'est emparé des technologies computationnelles et tel qu'il est en train maintenant de produire ce discours transhumaniste, il tente d'imposer un modèle cognitiviste qui est totalement idéologique. Ce que j'appelle le modèle cognitiviste idéologique, c'est un modèle qui consiste précisément à considérer que tout est réductible et soluble dans un calcul. C'est ça, le cognitivisme au sens strict. Et ça, c'est pas une menace contre l'homme, d'abord. C'est une menace contre la vie, mais c'est une menace surtout contre la noèse, telle que Aristote l'a décrit ici, dans ce livre qui s'appelle Le Traité de l'âme, et où il interroge sa teneur, par exemple, dans ce passage, où il dit que tout se passe dans le sens du toucher comme si les animaux, comme dans le cas des animaux aquatiques qui ne s'aperçoivent pas qu'un corps mouillé touche un autre corps mouillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est le plus proche de nous, dit Aristote, c'est ce qu'on ne voit pas. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile de voir ce qui nous est vraiment proche. Mais là, au lieu de dire à propos du sens du toucher et du milieu du toucher, ou de l'eau pour le poisson, ce que je dis moi, c'est que c'est la technique. En fait, les âmes noétiques, ça c'est évidemment ce que Aristote ne dit pas, les âmes noétiques, ce sont des âmes rendues possibles par l'exosome, rendues possibles et nécessaires par l'exosomatisation.
Quand je dis nécessaire, je soutiens avec un très loin de tête que la raison a une fonction. C'est aussi ce que dit Canguilhem, on va le voir dans un instant quand je vais conclure. Une fonction qui est la fonction de décider et de bifurquer, c'est-à-dire de produire une possibilité négantropique, et pas simplement une possibilité anthropique. La possibilité anthropique, elle est tout à fait productible par un calcul, mais la possibilité négantropique ne peut jamais être produite par un calcul. Elle est toujours produite par ce qui rompt avec le calculable et à un moment donné tranche en courant un risque. Cette noèse, c'est ce qui rend possible le logos. Cette noésis, c'est ce qui rend possible le logos. Et la question se poserait ici de savoir comment on distingue la noèse du logos. Eh bien, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais j'en reparlerai un peu la